Vous écoutez RFI, les 6h30 à Paris et à Bujumbura, 5h30 à Kinshasa. Magali Lagrange. À la une de l'actualité africaine, le Burundi, le non catégorique des autorités au déploiement d'une force de plus de 200 policiers onusiens sur son sol. Pas question, dit Bujumbura, après l'adoption de la résolution par le Conseil de sécurité à New York la semaine dernière. Des incidents, des heurts hier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après la mort d'un jeune homme tué d'une balle. Ça s'est passé dans le quartier de Limete. Plus de précisions dans quelques instants. Les frappes américaines se poursuivaient hier en Libye contre les positions du groupe État islamique à Sirte. Les forces pro-gouvernementales progressent dans la ville. Et puis les élections locales aujourd'hui en Afrique du Sud. L'ANC, le parti du président Jacob Zuma, pourrait perdre plusieurs grandes villes. Le parti apparaît en tout cas affaibli par des scandales de corruption. C'est un non ferme et non négociable. Le Burundi ne veut pas que soit déployée sur son sol une force de police qui serait envoyée par l'ONU, comme l'a proposé la France le mois dernier. La résolution qui prévoit l'envoi de 228 policiers sur place pour ramener le calme a été adoptée la semaine dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hier, le Burundi a donc officiellement réagi pour adresser une fin de non-recevoir, Léonard Vincent. C'est au nom du fait que la résolution a été adoptée dans la précipitation et sans son accord, le Burundi refuse en bloc et en détail d'accueillir dans ces conditions les policiers de l'ONU. Dans un texte en 18 points publié mardi soir, le gouvernement argumente « Puisqu'on s'est passé de son consentement, les règles de l'ONU n'ont pas été respectées ». Et côté sécurité, ces forces armées, je cite, maîtrisent parfaitement la situation. Le déploiement d'une force étrangère, affirme donc le texte, ne vise qu'à préparer la base arrière des éléments terroristes actuellement mis en déroute. Le Burundi en profite aussi pour accuser les deux pays qu'il voit comme ses adversaires du moment. Le Rwanda d'abord, d'où, dit-il, sont lancées, je cite encore, les entreprises déstabilisatrices de groupes terroristes. La France ensuite, qui est à l'origine de la résolution de l'ONU et qui est renvoyée à son expérience controversée au Rwanda en 1994. Il est hors de question, dit le gouvernement, que le Burundi accepte de payer les frais de la réconciliation entre ces deux pays par le sacrifice de sa population. Avec un peu d'ironie, le Burundi suggère enfin que les policiers onusiens soient plutôt déployés au Rwanda, où, dit-il, est basée son opposition armée. Et en raison de l'instabilité, justement, au Burundi, des difficultés qu'ils ont à travailler sur place, de nombreux journalistes burundais ont pris la route de l'exil. On revient ce matin sur l'agression de l'un d'entre eux il y a quelques jours à Kampala. Boaz Tashonayigize, journaliste de la radio Bonesha FM, a été violemment frappé à coups de matraque. Il a aussi reçu plusieurs coups de couteau. Il affirme que les agresseurs étaient au nombre de 4, 2 Ougandais et 2 Burundais. Le directeur de sa radio explique que le journaliste lui avait signalé quelques jours plus tôt l'arrivée en Ouganda de Burundais qui, selon lui, sont envoyés à Kampala pour menacer les exilés. Écoutez Patrick Nouimana. Il est rentré chez lui et 4 hommes l'ont attaqué, l'ont agressé à couteau, aussi avec des matraques. Mais juste une semaine avant, il m'avait envoyé un message me disant qu'il avait vu des personnes qui sont suspectes, qui se sont infiltrées parmi les réfugiés burundais à Kampala et dans d'autres endroits, mais dont l'intention était de traquer les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi d'autres gens qui auraient participé aux manifestations contre le 3e mandat de Nkurunziza. Donc, 2 parmi les 4 agresseurs, ce sont des Burundais, et Boaz les a reconnus. Il les avait vus à Kampala en train de faire le commerce ambulant, avec les informations qu'il y avait, comme quoi il y a des gens qui se sont infiltrés, se prenant pour des réfugiés, mais travaillant pour le compte du service de renseignement burundais. Et donc, une semaine avant, il l'alerte et puis il est agressé. Automatiquement, on ne peut pas s'empêcher de dire que son attaque était liée justement à la chasse exercée par le pouvoir de Bujumbura contre les journalistes et autres défenseurs des droits de l'homme, même en exil. Des propos recueillis par Laura Martel. Des nouvelles d'un autre journaliste burundais, Jean Bigirimana, qui travaille pour le journal Iwachu et pour Info Grand Lac. Ses proches sont inquiets, ils n'ont plus de nouvelles de lui depuis le 22 juillet. Mais selon Reporters sans frontières, il serait aux mains des services de renseignement
renseignements. RSF croit savoir qu'il est en vie, détenu au secret à Bujumbura. Il lui serait reproché ses contacts avec les journalistes de la RPA, la radio publique africaine en exil. Toujours selon RSF, une décision devrait être prise cette semaine pour savoir s'il sera ou non traduit en justice. Des incidents hier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans le quartier de Limete, après la mort d'un jeune homme présenté par l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, comme l'un de ses militants. Le jeune homme a été tué par un militaire, mais les versions divergent. La police parle d'une altercation entre deux groupes et affirme que le militaire est intervenu pour ramener le calme. Le jeune homme aurait donc été touché par une balle perdue. On écoute le porte-parole de la police, le colonel Ezekiel Mwanamputu. L'incident s'est produit à la hauteur de la mort de l'hôpital Saint-Joseph de Limete, qui s'est soldé par la mort d'un jeune homme d'une trentaine d'années à la personne de Guy Piana, atteint par balle tirée par un militaire de faction appelé pour séparer la bagarre qui avait éclaté entre les familles venues pour récupérer les corps de l'air. Les deux familles se sont fait accompagner de quelques motards communément appelés Wewa. Parmi eux, un des motocyclistes jouant au cascadeur va finir sa course sur un jeune homme. C'est cet élément déclencheur qui va occasionner la bagarre rangée entre les deux familles. Cherchant à ramener le calme, le caporal César Okala ouvrira le feu dans la mêlée. Une balle mortelle atteindra un membre de la délégation d'une famille. Les motards d'une des parties en conflit vont arborer l'infortuné des vêtements frappés des insignes de l'UDPS et vont ramener les corps à la permanence de la 10e rue. Le porte-parole de la police congolaise, une version qui ne convainc pas l'UDPS. Le président de la jeunesse du parti affirme que le jeune homme a été abattu parce qu'il portait un t-shirt à l'effigie de son leader Étienne Tshisekedi. On écoute la version de Clément Limbala. J'étais ensemble avec leurs amis. Ils partaient juste pour récupérer un corps au niveau des morts de Saint-Joseph. Maintenant, arrivé là-bas, c'est là où il y a eu un incident. Ils se sont croisés avec ces militaires. Alors, directement, le militaire a pris son arme, il a tiré sur lui. Alors, parce qu'en lui aussi, il avait porté l'effigie du président. Je ne sais pas les vrais problèmes qui étaient passés entre eux, mais directement, il a tiré sur lui. Et les combattants ont pris le corps et ont emmené ça à la permanence. C'est un combattant de l'UDPS, reconnu. Et je vous parle étant le numéro 1 de la jeunesse de l'UDPS. Le président de la jeunesse de l'UDPS et selon le porte-parole de la police, le caporal responsable du coup de feu mortel hier à Kinshasa a été mis aux arrêts. L'incident a en tout cas provoqué des échauffourées entre la police et les partisans de l'UDPS à Limete, des heurts qui ont duré plusieurs heures. Toujours concernant la RDC, la délégation de l'Union européenne dans le pays demande aux autorités et à l'opposition de créer des conditions favorables pour que le dialogue politique national convoqué par le président Kabila puisse commencer et que des élections apaisées puissent avoir lieu. RFI. Il est 6h38 à Sirte, en Libye, où les forces pro-gouvernementales progressent dans le centre de la ville, fief du groupe État islamique. Les positions de l'EI désormais ciblées également par des frappes américaines à la demande du gouvernement libyen d'union nationale. Le Pentagone dit avoir mené 7 frappes au total et assure que des combattants djihadistes ont été tués sans en préciser le nombre. Le président Barack Obama s'est exprimé sur le sujet. Il a affirmé hier que ces frappes relevaient de la sécurité nationale de son pays et des pays européens. Des frappes étrangères, donc, en Libye, qui ne sont pas nécessairement vues d'un bon œil par les voisins du pays. En Tunisie, pas encore de réaction officielle des autorités, mais les habitants, eux, sont partagés entre soutien et inquiétude. C'est inquiétant, bien entendu, donc parce que je considère ça comme une invasion. La déstabilisation en Tunisie, elle existe d'ores et déjà, mais ça va empirer la situation, je pense. Quelque part à l'intérieur, je me sens plutôt pour les frappes en Libye, parce que de toute façon, si on fait rien, c'est sûr que c'est pas bon. On peut stopper plusieurs cellules en très peu de temps, ce qui fait qu'il se peut que c'est pour le bien de la Tunisie aussi. Avant ça, il faut penser les répercussions de la frappe, dans le sens que il y a des voisins, des riverains, pour que ça se déborde pas. Pourvu que ça ne se déborde pas. Si ça déborde, on va subir les conséquences. À mon avis, ça ne peut que compliquer les choses en Libye, vu que déjà en Libye, il y a plus que la moyenne de 4 à 5 armes par habitant, déjà. Donc là, la Libye déjà, elle est en état de guerre depuis des années.
Et à mon avis, l'intervention étrangère ne peut compliquer les choses. Des propos recueillis par Jian Bergaoui. On reparle de la situation en Libye, à Sirte, des réactions des voisins algériens et tunisiens. Juste après le journal, avec notre invité ce matin, nous recevons le journaliste algérien Akram Kariev. Journée électorale aujourd'hui en Afrique du Sud. 26 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des scrutins locaux. Ils vont choisir leurs maires et leurs conseillers municipaux. Un scrutin test pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, qui apparaît aujourd'hui affaibli dans les sondages. Lisa Fabian. Le Congrès national africain a tout fait pour mettre en sourdine ces divisions durant la campagne électorale et protéger le président Zuma. Le mot d'ordre était à l'unité, même dans la province de Johannesburg, où le gouvernement local de l'ANC se montre de plus en plus critique envers le chef de l'État. Pourtant, cette trêve apparaît bien fragile. Dans une interview récente, l'ancien président Ralema Motlanthe n'a pas hésité à affirmer que le pays est désormais en pilote automatique. Pire encore, ce lundi, l'ancien président Thabo Mbeki a reçu chez lui Julius Malema et 5 cadres du parti EFF en campagne. Lors d'une scène surréaliste, les deux hommes n'ont pas hésité à se donner l'accolade devant les caméras de télévision. Les divergences entre Julius Malema et Thabo Mbeki sont pourtant bien connues, tout comme leur principal point commun, une aversion partagée pour Jacob Zuma. Si les résultats des élections sont mauvais, il semble clair que l'assaut reprendra de plus belle contre le chef de l'État, alors que beaucoup au sein même de l'ANC souhaitent le voir quitter le pouvoir avant le terme de son mandat. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. Les lycéens planchent à Madagascar. Le baccalauréat, c'est cette semaine et pour se préparer, ils ont pu réviser, bien sûr, comme tous les ans, mais réviser cette année d'une façon un peu plus originale avec des chansons, du rap, du slam, du raga et d'autres musiques urbaines. Les clips tournés dans de vraies salles de classe sont diffusés sur 6 chaînes de télévision. Le programme s'appelle Clashback, Jeanne Richard. Aborder la question de la nature humaine en philosophie, mais avec humour et tout en rime, c'était un défi pour Missier Saïda, qui fait partie de la dizaine d'artistes à avoir participé à Clashback. On travaillait avec des professeurs de lycée, ils nous donnaient des fiches techniques, après on commençait à écrire. C'était pas chose facile, parce qu'il y a des termes et des concepts qui ne sont pas vraiment faciles à faire passer sur un jargon de jeunes, quoi. La nature humaine, se divertir intelligemment, c'est le slogan de Laris Ranalslouf, directeur d'Amen Communication et initiateur du projet. Il veut intéresser les jeunes à leurs études avec une pédagogie plus attrayante que des cours traditionnels. Les élèves arrivent à mémoriser très rapidement les paroles des musiques et donc si on met comme parole le contenu pédagogique, c'est sûr que très rapidement ils vont mémoriser l'essentiel à la préparation de l'examen. On se divertit en écoutant de la musique, mais en même temps, on fait sa révision. Et pour la rentrée prochaine, il souhaiterait que Clashback soit diffusé dans tous les lycées du pays. Il attend le feu vert du Conseil national de l'éducation. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. Et les lycéens centrafricains, eux, patientent encore. Les résultats du bac devaient être annoncés. Hier, ils sont finalement reportés. Le compte à rebours avant les Jeux Olympiques de Rio au Brésil. La grande cérémonie aura lieu vendredi au Stade Olympique. Et en attendant, chaque pays a droit à une petite cérémonie d'accueil au village olympique. Drapeau, hymne national, discours de bienvenue. Tout cela en musique. Reportage Christophe Jousset. Welcome to Rio 2016. Une trentaine de danseurs accueillent les délégations à l'entrée du village. Dans son survêtement vert qui brille sous le soleil, l'athlète comorien Darwesh Maoulida ne résiste pas et se mêle à la troupe. La danse, c'est pas trop mon truc, mais quand il y a la fête, il faut savoir un peu se mélanger parce qu'on est là aussi pour faire la fête. Les fameux airs du Brésil s'enchaînent rapidement et du léger, on bascule vers le solennel avec les hymnes. C'est pas tous les pays qui ont l'occasion d'entendre leur hymne pendant les podiums et tout ça, donc nous on en profite à nos moments quand on a l'occasion d'entendre l'hymne. Écoutez, terre de nos aïeux à des milliers de kilomètres, ça fait du bien. Auguste Dogbo est le président du comité olympique togolais. C'est lui qui monte à la tribune pour recevoir l'emblème de Rio 2016 sous forme de sculpture colorée. Un présent symbolique qui restera pour toujours dans le nouveau musée olympique que le Togo vient de s'offrir. Chaque pays apporte aussi un cadeau offert pour le Burundi par le chef de mission Salvatore Bigirimana. Nous donnons ce que nous produisons le mieux, le café du Burundi qui est un des meilleurs cafés
a fait du monde. Le maire du village, l'ancienne basketteuse Jeannette Arcaïne, 2 fois médaillée aux Jeux, invite chacun à signer le mur de la trêve olympique, un moment particulièrement fort quand on est burundais. Nous voulons une trêve chez nous et que ça soit définitif, pas juste pendant les Jeux. Parole de bienvenue et appel à la paix dans la pure tradition des Jeux. Christophe Jousset, Rio, RFI. Sachez que des matchs du tournoi de foot féminin commencent dès aujourd'hui à Rio, où il est maintenant 1h45, 6h45 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Dans 5 minutes, la revue de presse Afrique de Nathalie Amar. Elle nous parlera des élections locales qui se tiennent aujourd'hui en Afrique du Sud. Scrutin test pour l'ANC, le parti au pouvoir, le parti du président Jacob Zuma. Mais tout de suite, on retrouve l'invité de la rédaction. Ce matin encore sur la situation en Libye après les frappes aériennes menées par les Américains sur les positions du groupe État islamique à Sirte à la demande du gouvernement d'union nationale. L'objectif, c'est d'appuyer les forces libyennes au sol qui tentent de reprendre le contrôle de cette ville de l'est du pays. Hier, les forces pro-gouvernementales progressaient d'ailleurs dans le centre de la ville. Une nouvelle intervention extérieure en Libye alors que le souvenir de celle de 2011 contre le régime de Mouammar Kadhafi est encore bien présent. Une intervention qui a été suivie d'une situation chaotique en 2011. Alors l'avenir de la Libye passe-t-il par ce genre d'opération ? Qu'en pensent les voisins algériens et tunisiens ? Pour en parler, le journaliste algérien Akram Kariev est l'invité de Jean-Jacques Louarn. Akram Kariev, bonjour. Bonjour. Les Américains frappent depuis 48 heures l'État islamique à Sirte, à la demande du gouvernement d'union nationale. L'Algérie ne soutient pas cette opération américaine. Pour quelle raison ? Les autorités algériennes considèrent que, en fait, le chaos a été apporté justement par les frappes de 2011. En fait, en mars dernier, au moment où plusieurs informations évoquaient la présence de troupes en Libye, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtan Lamamra, avertissait dans une déclaration que toute autre intervention militaire en Libye risque d'engendrer plus de destruction et de pertes humaines et que les aventures militaires n'ont aucune chance d'aboutir au règlement du cas libyen. Donc ni sur le long ni sur le court terme. L'Algérie est plutôt favorable à une solution politique interne, voire militaire interne, mais surtout pas à une intervention étrangère. Monsieur Kariev, vous parlez d'une solution militaire interne, mais là on voit bien que les forces du gouvernement d'union nationale n'arrivaient pas et n'arrivent toujours pas à reprendre Sirte. Alger considère quand même que la menace, bien qu'elle soit réelle, ne soit pas critique pour l'avenir de la Libye et que le terrorisme et la présence de Daesh est réellement circonscrite à cet endroit-là et que avec du temps et un support politique, le gouvernement libyen pourrait parvenir à une solution. Alger connaît bien le cas libyen politique et sait que la grosse chance que pourrait avoir le gouvernement libyen d'aboutir à une solution passe plutôt par une unification des tribus et des différents clans en Libye, plus que par une action militaire. Alger estime que Daesh est majoritairement constitué de djihadistes étrangers et que un front uni politique à l'intérieur de la Libye ferait sortir ces étrangers-là très rapidement. L'Algérie, je pense, estime que l'intervention étrangère, si elle apportait réellement une solution à court terme sur le plan militaire, n'apporterait pas de solution à long terme dans un pays qui a besoin de stabilité, d'unité et surtout de dialogue interne. Alors vous parlez de dialogue interne, de solutions internes, mais on voit bien que le GNA et le général Haftar ne peuvent pas s'entendre de toute évidence. C'est clair. Et là aussi, le fait que des pays et des factions soutiennent telle ou telle tendance à l'intérieur de la Libye, donc sur le front anti-Daesh, ne fait qu'envenimer les choses. On le voit, le GNA par exemple voit d'un très très mauvais œil l'appui militaire que reçoit Haftar de l'Égypte. On constate aussi qu'il y a de plus en plus d'évidence et de preuves
d'une véritable guerre que mèneraient par exemple les forces spéciales jordaniennes à l'intérieur de la Libye. Donc tout ceci ne fait qu'envenimer des choses. Par contre, il y a autre chose. Selon mes informations, l'Algérie a été prévenue des frappes américaines. Donc ils étaient au courant et c'est fait de manière très très normale et classique. La Tunisie, de son côté, est-elle, elle aussi, pour une solution interne, donc une solution plus sur le long terme? Il semble que les visions d'Alger et de Tunis soient assez similaires. La Tunisie est certes beaucoup plus exposée par rapport à l'Algérie. Elle a énormément de réfugiés libyens sur son territoire et elle partage une frontière très très sensible avec la Libye. Il semble que Tunis appuie elle aussi plus l'option diplomatique et politique interne plus que militaire. Je pense que la Tunisie, comme l'Algérie, privilégie plutôt un renforcement du front interne en Libye, justement pour prévenir une sorte d'infection daéchienne qui contaminerait les régions frontalières avec ces deux pays. Akram Kariev, merci. Il répondait à Jean-Jacques Loarn. Magali Lagrange. Les critiques de Barack Obama contre Donald Trump, le candidat républicain américain, n'est pas qualifié pour être président, dit l'actuel chef de l'État. Il est terriblement mal préparé. Je ne suis pas le seul à le penser, ajoute Barack Obama, en référence aux critiques qui émanent des républicains eux-mêmes. En réponse, Donald Trump accuse le président sortant d'avoir déstabilisé le monde. Les États-Unis qui réagissent aux nouveaux tirs de missiles nord-coréens en direction de la mer du Japon. Washington se dit prêt à défendre et à protéger ses alliés. En France, le dernier conseil des ministres aujourd'hui avant les vacances du gouvernement. François Hollande présidera également un conseil de défense consacré à la mobilisation des réservistes dans la lutte contre le terrorisme. Il s'envolera ensuite pour le Brésil pour assister notamment à la cérémonie d'ouverture des JO. Ce sera vendredi soir. On retrouve Nathalie Amar pour la revue de presse Afrique. Bonjour Nathalie. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Afrique du Sud, Jacob Zuma sous la menace d'un vote sanction. En pleine crise économique avec un taux de chômage officiel à près de 27%, l'opposition a bataillé ferme contre le président ces derniers mois dans l'enceinte du Parlement, dénonçant la corruption, les prébendes, mais sera-t-elle en mesure de prendre à l'ANC de grandes municipalités en dehors de son bastion du Cap à l'occasion des élections aujourd'hui? C'est toute la question. Pour permettre à chacun de faire son choix, le Mail and Guardian soumet au détecteur de mensonges quelques arguments de campagne des différents partis, ainsi qu'en Zuma affirme que 95% des Sud-Africains ont désormais accès à l'eau courante contre 50% en 94. Eh bien, le président triche doublement. Lorsque l'ANC a pris le pouvoir, on était déjà à près de 80% de Sud-Africains raccordés au réseau d'eau. On est en 2016 en dessous de 90%. Du côté de l'Alliance démocratique, on s'arrange également avec les chiffres sur le chômage dans la municipalité de Midval. Enfin, et le tableau sera complet, Julius Malema, lui aussi, ment lorsqu'il affirme qu'il augmentera les allocations pour les jeunes et les personnes âgées. Dans le système sud-africain, cela ne relève pas, Magali, des municipalités. Le site Africa News rappelle l'enjeu racial du vote 3 ans après la mort de Mandela. L'opposition reproche à l'ANC d'avoir joué la carte raciale. Durant la campagne, l'ANC dit que si on est noir, on doit voter pour ce parti, a déclaré le chef de file de l'Alliance démocratique lors d'un meeting à Johannesburg la semaine dernière. Je ne sais pas pour vous, a poursuivi Moussi Maïmane, mais ce n'est pas l'Afrique du Sud que nous voulons. Pour moi, cela s'apparente à du racisme. De son côté, Jacob Zuma accuse l'opposition d'avoir, je cite, la même haine contre les Noirs que le gouvernement d'apartheid. Il ne pense pas que les Noirs peuvent diriger, affirme le président sud-africain. L'ANC n'est guère plus tendre, qualifiant l'Alliance démocratique, je cite, de parti blanc fondé sur l'idéologie de la suprématie raciale. Une question à présent, Nathalie. Qui se souvient encore du drame de Yagin et Fodé? Le titre s'affiche en une de Guinée-Conakry Info. Yagin Koïta et Fodé Tunkara, passagers clandestins du vol Conakry-Bruxelles, retrouvés morts de froid dans le train d'atterrissage de l'avion. On était en août 1999. 2 adolescents qui, dans une lettre incroyable de maturité, appelaient les responsables européens au secours. Depuis ce cri de désespoir, écrit Guinée-Conakry Info,
aucune démarche n'a été entreprise pour donner un sens au sacrifice des 2 adolescents. Que faut-il de plus pour inciter nos décideurs à changer l'ordre des choses? L'éditorialiste du journal rappelle, la Méditerranée est devenue le cimetière des migrants dans l'indifférence de l'Union africaine et des chefs d'État. Plus de 4000 migrants morts depuis le début de l'année en Méditerranée. L'information est reprise par Le Soleil au Sénégal qui précise que les drames se sont déroulés essentiellement au large de la Libye. Et la Libye, justement, a-t-on pensé cette fois, Nathalie, au service après-vente? La question est posée par l'observateur Palga au Burkina à propos des bombardements américains sur la ville de Sirte pour en déloger les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Certes, écrit le journal, les puissances occidentales ne pouvaient pas abandonner la Libye à son sort, mais se pose d'ores et déjà la question de savoir ce que deviendront ces terroristes quand ils auront été neutralisés. Le risque est grand qu'ils se redéploient dans les pays voisins comme le Mali, le Niger, l'Algérie. Il y a 5 ans, la désagrégation du pays de Kadhafi avait contribué à déstabiliser le vaste ensemble sahélo-saharien. Aujourd'hui, il faut craindre que la débandade programmée des combattants de l'EI ne soit source d'insomnie pour les dirigeants de la région, conclut l'éditorialiste. Et l'observateur qui donne la parole au patron du Cappuccino. Le propriétaire du restaurant qui a perdu une partie de sa famille dans les attaques terroristes du 15 janvier dernier à Ouaga annonce pour le 15 janvier 2017 la réouverture de l'établissement. Je veux, dit-il, aller contre l'inacceptable. Ce qui a également emporté sa décision, c'est le désarroi dans lequel se trouvent aujourd'hui encore ses anciens employés. Ils méritent, dit-il, qu'on leur redonne une chance. Enfin, l'attaque qui a eu lieu à Nice m'a poussé à ne pas accepter ce qui s'est passé chez nous à Ouagadougou. On doit relever nos manches et continuer à nous battre. Merci Nathalie Amar. Il est maintenant 4h56 en temps universel. Et si le temps d'un été, 20 jeunes prenaient le contrôle des ondes pour raconter le monde avec Pauline Mocor et Alice Milou? Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Bah écoute bien, quoi de neuf? Bah j'ai vu sur internet que le 11 septembre c'était un complot. Non mais t'es trop influençable mec. Mais non, pourquoi tu te dis ça? Non mais tu crois vraiment n'importe quoi. Non mais je te jure, Michael Jackson, il est pas mort. Non sérieux. Mais oui, tu verras ça dans l'émission Le Monde est à nous. On parlera jeunesse sous influence. Ah ouais, c'est ce dimanche à 16h10 TU sur RFI? C'est ça. On y sera ce dimanche à 16h10 TU sur RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports, bonjour Pierre Chaperon. Bonjour Magali. Les Jeux Olympiques de Rio pour commencer, J-2 avant la cérémonie d'ouverture. Chaque jour, de nouveaux athlètes arrivent au village olympique. L'occasion d'en découvrir certains, c'est le cas du nageur malien Omar Touré. Il est spécialiste du 100 mètres papillon. Âgé de 20 ans, il s'entraîne au quotidien en principauté de Monaco. C'est la première fois qu'il participe au JO, un rêve éveillé pour lui. C'est tout simplement un rêve, c'est tout simplement magique. Ça fait déjà 2 jours. J'ai tous les jours les étoiles dans les yeux. L'ambiance, on retrouve toutes les nationalités. C'est tout simplement exceptionnel, c'est magique. Ça a toujours été mon rêve et tout, et là, je l'ai réalisé, quoi. Et c'est pas fini encore. Le fait de participer à des Jeux Olympiques, ça peut galvaniser un sportif, lui faire pousser des nageoires pour un nageur? Oui, ça donne un gros boost pour les années suivantes, en gros. On se dit, ah oui, c'est ça les Jeux, ça donne du courage pour continuer et s'entraîner encore plus dur. Parce que c'est pas forcément facile pour un nageur, enfin pour un sportif de se qualifier au JO. Et bien sûr, ça donne un gros boost. Ça donne des ailes surtout. Propos recueillis par Éric Mamoury. Omar Touré entrera en lice le 11 août prochain. Sachez également que l'ancien entraîneur italien de la marathonienne kenyane Rita Jepto, il s'appelle Claudio Berardelli. Il a été inculpé par le tribunal de Nairobi. Il est soupçonné d'avoir dopé plusieurs athlètes du Kenya à l'EPO. Jepto, elle a été suspendue 2 ans pour dopage en 2014. Libéré sous caution, il a demandé à la justice kenyane de lui remettre son passeport afin de pouvoir accompagner au JO de Rio les athlètes dont il s'occupe. Il entraîne notamment Asbel Kiprop et la marathonienne Jemima Sumgong. Et puis la compétition débute ce mercredi à Rio. Oui, il s'agit du tournoi de football féminin, de rencontres concernant les nations africaines. L'Afrique du Sud ouvrira le tournoi d'ailleurs face à la Suède pour le compte du groupe E. Ce sera à 16h, temps universel. Et puis dans le groupe F, le Zimbabwe affrontera, j'y arrive, l'Allemagne à 21h, temps universel. Les JO, c'est jusqu'au 21 août, à suivre sur RFI et RFI.fr. Un mot de football à
présent, Pierre, Jorge Costa reste l'entraîneur du Gabon. Le technicien portugais a finalement été reconduit pour 6 mois sur le banc des Panthères, décision faite par la FEGIFOOT, alors que le contrat du Lusitanien s'était terminé en juin dernier. Objectif pour Jorge Costa et son encadrement, aller au moins en finale de la prochaine CAN, une CAN qui se déroulera à domicile. Merci Pierre Chaperon. À suivre un nouveau journal sur l'antenne de RFI. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.